Un employé loyal est licencié par son patron plein de préjugés, mais sa vengeance choquante laisse tout le monde sans voix. Licencié pour une faute qu'il n'avait pas commise, la vie de Daniel semblait brisée. Mais ce qui s'est passé ensuite, un retournement incroyable, allait tout changer, dévoilant un réseau d'injustice et de cruauté que personne n'avait vu venir. Avant de plonger dans cette histoire inoubliable, assurez-vous d'être abonné à * moment d'histoires épiques *. N'oubliez pas d'activer la cloche pour ne jamais manquer une autre histoire incroyable. Si vous appréciez cette histoire, aimez, partagez et laissez un commentaire, cela nous aide à vous proposer encore plus de récits touchants. Et dites-nous, d'où regardez-vous cette vidéo? Restons connectés. Le soleil se levait sur une ville animée de taille moyenne où vivait et travaillait Daniel Jackson. Homme d'une quarantaine d'années, Daniel était reconnu pour son dévouement sans faille et son éthique de travail exemplaire. Père et mari attentionné, il passait ses journées chez Hawthorne Logistic, l'une des entreprises les plus importantes de la ville. Depuis près de 10 ans, Daniel travaillait pour cette société, s'y forgeant une réputation de collaborateur fiable et ingénieux, capable de résoudre les défis les plus ardus. Ses collègues sollicitaient souvent ses conseils, admirant son calme et sa capacité à gérer les problèmes avec patience et élégance. Pour Daniel, son travail représentait bien plus qu'un simple salaire, c'était un moyen de garantir un avenir meilleur à sa femme, Monica, et à leurs 2 jeunes enfants. Chaque matin, il quittait sa maison après avoir embrassé sa famille, portant avec lui leurs espoirs et leurs rêves. Il voulait offrir à ses enfants les opportunités qu'il n'avait jamais eues dans sa propre jeunesse, et chaque heure supplémentaire ou projet supplémentaire représentait pour lui un pas de plus vers cet objectif. Hawthorne Logistic était dirigé par Edward Hawthorne, un homme d'âge moyen au ton condescendant. Ayant hérité de l'entreprise de son père, M. Hawthorne se vantait de préserver ce qu'il appelait « les anciennes méthodes ». Bien qu'il gérât une entreprise prospère, son leadership se distinguait par son favoritisme et ses préjugés. Il louait fréquemment les travailleurs qui lui ressemblaient tant par leur comportement que par leur origine tout en étant excessivement critique envers ceux qui ne correspondaient pas à sa vision étroite de l'excellence. Daniel était souvent la cible de ces préjugés subtils, et parfois même flagrants. Malgré les performances constamment excellentes de Daniel, M. Hawthorne reconnaissait rarement ses contributions. Il rejetait ses idées ou attribuait à d'autres le mérite de son travail. Lors des réunions d'équipe, les remarques de M. Hawthorne étaient teintées de sous-entendus méprisants, comme « Voyons voir si tu peux gérer ça, Daniel » ou « Assure-toi de bien vérifier tes chiffres cette fois-ci ». Ces micro-agressions étaient constantes, mais Daniel les supportait en silence, déterminé à ne pas se laisser distraire. Le sol de l'entrepôt était un environnement dynamique, rempli du bourdonnement des machines, du bavardage des employés et des ordres occasionnels de M. Hawthorne. Bien que Daniel entretenait des relations cordiales avec la plupart de ses collègues, il ne pouvait s'empêcher de remarquer la division que M. Hawthorne cultivait parmi le personnel. Certains employés, en particulier ceux qui partageaient les origines de M. Hawthorne, semblaient bénéficier d'un traitement de faveur, allant des meilleures affectations à des promotions non méritées. Un matin, alors que Daniel arrivait au travail, muni de son carnet et prêt à commencer sa journée, il fut convoqué dans le bureau de M. Hawthorne. La pièce, décorée de plaques et de photos où M. Hawthorne serrait la main d'autres hommes d'affaires, ressemblait davantage à un monument à son ego qu'à un lieu de travail. « Daniel », commença M. Hawthorne d'un ton sec, « j'ai un projet spécial pour toi. » Il fit glisser un épais dossier sur le bureau. Daniel prit le dossier, fronçant les sourcils en parcourant les détails. Il s'agissait d'un plan logistique de grande envergure pour un client prestigieux. Le projet nécessitait une planification minutieuse, une coordination entre plusieurs départements et un délai serré qui semblait presque impossible à respecter. « Tu es la meilleure personne pour ce travail », poursuivit M. Hawthorne, bien que ses mots manquaient de sincérité. « Je compte sur toi pour trouver une solution. Mais soyons clairs, l'échec n'est pas une option. Si ce projet échoue, cela ne ternira pas seulement ton image, mais aussi celle de l'entreprise. » Daniel hocha la tête, ressentant le poids de la tâche et l'implication sous-jacente. Ce n'était pas seulement un projet difficile, cela ressemblait à un piège. En quittant le bureau, une sensation d'oppression lui serra la poitrine. Il jeta un coup d'œil à l'entrepôt animé, où ses collègues travaillaient sans se douter de rien, et serra plus fermement le dossier.
Bien que Daniel ait déjà affronté des missions difficiles, celle-ci semblait différente. Les enjeux étaient inhabituellement élevés, et le délai, délibérément irréaliste. Tandis qu'il retournait à son poste en feuilletant les documents, il ne pouvait se défaire de l'impression que M. Hawthorne lui avait confié une mission truquée. Daniel se consacra au projet avec une concentration inébranlable, travaillant de longues heures et planifiant chaque détail avec minutie. Il coordonnait les différents départements, résolvait les conflits d'horaires et proposait des solutions innovantes pour optimiser l'opération. Sa capacité à relever les défis de front se manifestait dans chaque aspect du projet. Cependant, malgré ses progrès, M. Hawthorne semblait déterminé à le discréditer. Au début, ses actions étaient subtiles. Il exigeait des mises à jour quotidiennes et examinait chaque rapport que Daniel soumettait, critiquant des erreurs mineures de mise en page ou demandant des détails sans importance. Ses commentaires étaient toujours présentés comme des conseils utiles, mais un ton condescendant les accompagnait. « Daniel, tu passes à côté de l'essentiel », déclara M. Hawthorne un matin, en lui rendant un rapport que Daniel avait passé une nuit blanche à peaufiner. « Ce n'est pas le niveau de perfection que j'attends pour un projet de cette importance. » Daniel ravala sa frustration, résistant à l'envie de faire remarquer que le rapport contenait tout ce que M. Hawthorne avait demandé. Il savait qu'argumenter ne ferait qu'aggraver les choses, offrant à son patron encore plus de raisons de le rabaisser. Pendant ce temps, le favoritisme au bureau devenait de plus en plus évident. M. Hawthorne louait ouvertement des employés moins compétents pour des réalisations insignifiantes, leur offrant une reconnaissance publique lors des réunions d'équipe. L'un d'eux, Mark, avait pourtant échoué dans un projet mineur la semaine précédente, mais M. Hawthorne saluait son dévouement et ses efforts. Le contraste était flagrant et démoralisant. Les tensions atteignirent leur paroxysme lors d'une réunion du personnel un après-midi. Daniel avait passé la semaine précédente à élaborer une stratégie d'économie de coûts susceptible d'améliorer considérablement l'efficacité de l'entreprise. Confiant dans ses conclusions, il présenta son idée à l'équipe, décrivant des étapes claires et des projections précises. Pendant qu'il parlait, Daniel remarqua les signes d'approbation de plusieurs collègues, notamment Anna, une jeune employée récemment arrivée dans l'entreprise. Elle avait discrètement observé le travail de Daniel et en admirait la rigueur et la résilience. Cependant, avant que Daniel ne puisse terminer, M. Hawthorne l'interrompit. « Ne tirons pas de conclusions hâtives, déclara-t-il d'un ton désinvolte. Je ne suis pas sûr que ce soit la direction à prendre. Cela semble risqué. » Un silence pesant s'installa dans la salle. Daniel ressentit l'humiliation de voir des semaines de travail balayées d'un revers de main devant ses collègues. Après la réunion, Anna s'approcha de Daniel dans la salle de repos. « C'était une excellente idée, dit-elle doucement. Je ne comprends pas pourquoi il n'a pas voulu l'examiner. » Daniel lui offrit un sourire fatigué. « C'est comme ça ici, répondit-il. Mais merci de l'avoir dit. » Anna hésita avant de parler à nouveau. « Ce n'est pas juste, pourtant. La façon dont il te traite. Quelqu'un devrait dire quelque chose. » Daniel appréciait ses paroles, mais il savait à quel point il était risqué de défier l'autorité de M. Hawthorne. Il avait vu comment ceux qui osaient s'exprimer étaient rapidement réduits au silence ou poussés vers la sortie. La situation prit une tournure encore plus sombre quelques jours plus tard. Lors d'une réunion de suivi, M. Hawthorne accusa Daniel d'une erreur mineure dans le plan du projet, une erreur qui n'avait causé aucun problème, mais suffisait pour être utilisée comme prétexte. « Ce genre de négligence est inacceptable, Daniel, » déclara M. Hawthorne, sa voix froide et condescendante. « J'ai besoin de savoir que je peux compter sur toi. Une autre erreur de ce type, et nous devrons réévaluer ta place ici. » La menace flottait dans l'air comme un nuage orageux. Daniel serra les poings sous la table, sentant la colère bouillonner en lui. Il voulait se défendre, dénoncer l'absurdité des accusations de M. Hawthorne, mais il savait que cela ne ferait qu'aggraver la situation. Ce soir-là, assis à son bureau, révisant le plan du projet pour la 100e fois, Daniel sentit le poids de la situation l'écraser. Il ne se battait pas seulement pour son emploi, il luttait contre tout un système d'injustice. Et pour la première fois, il commença à se demander si ce combat en valait vraiment la peine. La frustration de Daniel grandissait chaque jour sous l'effet des incessantes tentatives de M. Hawthorne pour le saper.
Chaque fois qu'il pensait faire des progrès, M. Hawthorne trouvait de nouvelles façons de lui faire douter de ses capacités. Épuisé et vidé émotionnellement, Daniel se confia à sa femme, Monica, un soir après le dîner. Assis à la table de la cuisine, la tête entre les mains, Daniel poussa un profond soupir. « Je ne sais pas combien de temps je peux encore tenir, avoua-t-il. J'ai l'impression que peu importe ce que je fais, ce n'est jamais assez pour lui. » Monica posa une main réconfortante sur son épaule. « Tu as travaillé trop dur pour le laisser te pousser dehors, dit-elle fermement. Tu es plus fort que ça, Daniel. Ne le laisse pas détruire ce que tu as construit. » Ces paroles insufflèrent un semblant d'espoir à Daniel, mais la réalité de sa situation restait sombre. Au travail, il commença à remarquer des changements subtils dans la manière dont ses collègues interagissaient avec lui. Ceux qui étaient autrefois amicaux évitaient maintenant de croiser son chemin, leur conversation s'interrompant lorsqu'il entrait dans une pièce. Il ne tarda pas à comprendre que M. Hawthorne avait lancé une campagne de dénigrement, répandant des rumeurs sur son incompétence et sa fiabilité. Pire encore, les responsabilités de Daniel étaient peu à peu redistribuées. Des tâches qui lui avaient toujours été confiées étaient désormais attribuées à d'autres sans explication. Il se sentait de plus en plus isolé, comme s'il était progressivement écarté de l'équipe. Au milieu de ces défis croissants, Daniel trouva un allié inattendu en Jacob, un collègue senior travaillant dans l'entreprise depuis plus de 20 ans. Jacob, respecté par le personnel, avait été témoin de nombreux conflits sous la direction de M. Hawthorne. Un après-midi, Jacob s'approcha de Daniel dans la salle de repos. « Je peux m'asseoir » demanda-t-il, en désignant la chaise en face de lui. « Bien sûr » répondit Daniel, reconnaissant pour un peu de compagnie. Jacob se pencha, baissant la voix. « J'observe ce qui se passe, et je veux que tu saches, ce n'est pas toi. Hawthorne a déjà fait ça. »« Que voulez-vous dire » demanda Daniel, intrigué. Jacob soupira. Il a un schéma. Tous ceux qui ne rentrent pas dans son moule, tous ceux qui menacent son ego, il trouve un moyen de les évincer. J'ai vu ça plus de fois que je ne peux en compter. De bonnes personnes, comme toi, chassées parce qu'il ne supportait pas de les voir réussir. Pourquoi personne ne s'oppose-t-il à lui ? Demanda Daniel, entre colère et incrédulité. Jacob secoua la tête. La plupart d'entre nous ne peuvent pas se le permettre. Il a le pouvoir, et il le sait. Mais toi... Il s'arrêta, choisissant ses mots avec soin. Tu es différent. Les gens le voient. Ne le laisse pas gagner. Les paroles de Jacob restèrent gravées dans l'esprit de Daniel, lui insufflant un semblant de force. Mais les épreuves ne faisaient que s'intensifier. Le point de rupture arriva lors d'une réunion tendue un matin. M. Hawthorne convoqua Daniel dans son bureau, son expression froide et inflexible. « Daniel, commença-t-il, j'ai examiné ton travail et j'ai relevé des incohérences troublantes. Tu veux m'expliquer ?» Daniel fronça les sourcils, pris au dépourvu. « Des incohérences ? De quoi parlez-vous » M. Hawthorne fit glisser un dossier sur le bureau, rempli de documents que Daniel avait préparés avec soin. Il pointa une erreur cléricale mineure, sans conséquence sur le résultat du projet. « Ça, » dit M. Hawthorne, d'un ton accusateur. « Ce genre de négligence est inacceptable. Je ne peux pas avoir quelqu'un dans mon équipe qui ne prend pas ses responsabilités au sérieux. » Le pouls de Daniel s'accéléra. « Avec tout le respect que je vous dois, monsieur, c'est une erreur mineure. J'ai travaillé sans relâche pour... » M. Hawthorne l'interrompit. « Ça suffit, Daniel. J'ai pris ma décision. À compter de maintenant, tu n'es plus employé chez Hawthorne Logistique. » Ces mots frappèrent Daniel comme un coup de poing. La pièce sembla se refermer sur lui tandis que la réalité de ce qui venait de se passer s'imposait. « Vous me licenciez ? » « Pour ça ?» demanda-t-il, la voix à peine audible. « Oui » répondit froidement M. Hawthorne. « Rassemble tes affaires et quitte les lieux. » Lorsque Daniel sortit du bureau, un silence pesant régnait. Ses collègues le regardaient, stupéfaits, l'atmosphère chargée du poids de ce qui venait de se produire. Anna semblait vouloir dire quelque chose, mais s'abstint, la peur inscrite sur son visage. Serrant ses affaires contre lui, Daniel quitta le bâtiment, l'esprit en ébullition.
Il avait été poussé à bout, humilié et injustement licencié. Mais au fond de lui, une flamme commençait à s'allumer. Ce n'était pas la fin, ce n'était que le début. Daniel était assis à la table de la salle à manger tard dans la nuit, fixant une pile de factures devant lui. Son licenciement l'avait bouleversé, non seulement émotionnellement, mais aussi financièrement. Sans indemnité de départ et avec une hypothèque à payer, la réalité de leur situation était implacable. Monica, toujours son pilier de soutien, était assise à ses côtés, une main posée sur son bras. « On va trouver une solution », dit-elle doucement, bien que l'inquiétude dans ses yeux soit évidente. « Comment, Monica ?» répondit Daniel, la voix lourde de frustration. « J'ai envoyé des CV, mais personne ne rappelle. Osorn doit sûrement salir ma réputation auprès de tous ceux qui l'écoutent. » Monica se redressa, une détermination brillante dans son regard. Alors peut-être qu'il est temps d'arrêter de le laisser contrôler le récit. Ce qu'il t'a fait n'était pas seulement injuste, c'était illégal. Tu dois en parler à quelqu'un. Un avocat, peut-être. Daniel secoua la tête, ses épaules s'affaissant. Un avocat ? Tu crois qu'on peut se le permettre en ce moment ? Et puis, c'est sa parole contre la mienne. Il a l'argent, le pouvoir. Quelle chance j'ai ? Tu as la vérité, répondit fermement Monica. Et tu nous as, nous. Tu n'as pas à te battre seul. Malgré ses encouragements, Daniel ne pouvait s'empêcher de ressentir la honte d'avoir été licencié. Il évitait de croiser d'anciens collègues en ville, ne voulant pas faire face à leurs regards compatissants ou à leurs conversations chuchotées. Chaque lettre de rejet des employeurs potentiels était un nouveau coup, le faisant douter encore davantage de sa valeur. Pendant ce temps, M. Osorn savourait sa victoire. Il ne perdit pas de temps à répandre sa version des faits, dépeignant Daniel comme peu fiable et incompétent. L'histoire se propagea rapidement dans les cercles professionnels, éclipsant toute la bonne réputation que Daniel avait bâtie au fil des années. Mais tout le monde ne croyait pas en ses mensonges. Anna, qui avait observé la situation avec un malaise croissant, ne pouvait ignorer sa conscience. Un après-midi, alors qu'elle faisait des courses en ville, elle aperçut Daniel assis sur un banc dans un parc. Il semblait perdu dans ses pensées, le poids de ses épreuves évident dans sa posture. Rassemblant son courage, Anna s'approcha de lui. « Daniel ?» Il leva les yeux, surpris. « Anna. »« Salut. »« Je peux m'asseoir ?» demanda-t-elle. « Bien sûr, » dit Daniel en désignant le banc à côté de lui. Pendant un moment, aucun des deux ne parla. Puis Anna rompit le silence. « Je voulais te contacter. Je me sens mal pour ce qui s'est passé. Ce n'était pas juste. » Daniel la regarda, mêlant gratitude et curiosité. « Merci. Mais je ne suis pas sûre que quelqu'un puisse faire grand-chose maintenant. » Anna hésita, puis déclara, « Tu te trompes. Les gens doivent connaître la vérité sur M. Osorn. Sur ce qu'il t'a fait, à toi et à d'autres. » Daniel soupira. Même s'il la connaissait, qui oserait s'opposer à lui ? Il est intouchable. Il ne l'est pas, répondit Anna, sa voix gagnant en assurance. Et tu n'es pas seule dans tout ça. Si tu décides de te battre, je t'aiderai comme je peux. Daniel la regarda, un éclat d'espoir dans les yeux. Ça compte plus que tu ne le penses. Merci. Alors qu'ils se séparaient, Daniel ne pouvait s'empêcher de penser que peut-être, juste peut-être, il avait trouvé une alliée dans ce combat. Ce soir-là, après avoir couché les enfants, Daniel se retira dans son petit bureau pour rassembler ses pensées. En fouillant parmi ses papiers, il remarqua une enveloppe colorée glissée dans un tiroir. C'était une lettre de sa fille, Mia, écrite dans son écriture enfantine et soignée. « Cher papa, je t'aime très fort et je sais que tu es le meilleur dans ton travail. Tu me dis toujours d'être courageuse, alors je sais que toi aussi tu le seras. Je suis très fière de toi, et j'espère que tu ne seras plus triste. Tu es mon héros. Avec amour, Mia. » Des larmes montèrent aux yeux de Daniel tandis qu'il lisait la lettre. Il la serra contre lui, sentant la chaleur des mots de sa fille apaiser son cœur. À cet instant, le doute et la peur qui l'avaient accablé commencèrent à s'effacer. Monica apparut dans l'embrasure de la porte, l'inquiétude inscrite sur son visage.
Ça va? Demanda-t-elle doucement. Daniel hocha la tête, levant la lettre. Mia m'a rappelé quelque chose que j'avais oublié. Ce combat n'est pas seulement pour moi, c'est pour elle, pour nous tous. Monica sourit, des larmes brillant dans ses yeux. Alors, battons-nous. Ensemble. Avec une détermination renouvelée, Daniel résolut de se dresser contre l'injustice qu'il avait subie. Il ne savait pas encore exactement comment, mais une chose était certaine, il ne laisserait pas les mensonges de M. Hawthorne définir son avenir. La décision de Daniel de se battre l'amena jusqu'à la porte de M. Carter, un avocat militant chevronné, connu dans la communauté pour accepter des affaires que d'autres jugeaient trop risquées. M. Carter, un homme grand aux cheveux argentés, dégageait une présence calme mais imposante. Assis dans le bureau modeste de l'avocat, entouré d'étagères remplies de livres de droit et de dossiers, Daniel ressentait un mélange d'espoir et d'appréhension. « Votre affaire ne concerne pas seulement vous, Daniel », déclara M. Carter après avoir écouté son histoire. Il s'agit d'envoyer un message à des gens comme M. Hawthorne, ceux qui pensent qu'ils peuvent s'en sortir avec ce genre de comportement. Daniel hésita. « Mais si je perds ? Et si ça se retourne contre moi et que ma situation empire ? » M. Carter se pencha en avant, son regard résolu. « La seule façon de perdre, c'est de ne pas se battre. Vous avez un dossier solide, et si nous pouvons mettre en évidence un schéma dans ses actions, ce ne sera plus simplement votre parole contre la sienne. » Encouragé par la confiance de M. Carter, Daniel accepta de poursuivre. Ils commencèrent à rassembler des preuves, à commencer par les documents relatifs à son licenciement et ses emails. Mais Daniel réalisa rapidement qu'il ne pouvait pas tout faire seul. Jacob, le collègue senior qui avait averti Daniel au sujet de M. Hawthorne, devint un allié inattendu. Lors d'un café dans un petit restaurant local, Jacob partagea son expérience de ses nombreuses années au sein de l'entreprise. « Vous n'êtes pas le premier, vous savez, » dit Jacob en remuant distraitement son café. « Je l'ai vu faire ça à d'autres, des gens bien, comme vous. Ils trouvent toujours un moyen de faire croire que c'est leur faute. »« Pourquoi personne n'a rien dit ?» demanda Daniel. Jacob soupira. « La peur. La plupart d'entre nous avons des familles à nourrir, des factures à payer. Affronter quelqu'un comme Hawthorne semble impossible. Mais vous voir vous lever contre lui, c'est inspirant, Daniel. Je veux vous aider. » Leur conversation apporta à Daniel non seulement des informations précieuses sur les tactiques de M. Hawthorne, mais aussi un sentiment de camaraderie. Pour la première fois, il avait l'impression de ne pas être seul dans ce combat. Pendant ce temps, Anna était aux prises avec son propre conflit intérieur. Depuis des mois, elle observait en silence les agissements de M. Hawthorne, se sentant de plus en plus mal à l'aise. Le licenciement de Daniel avait été la goutte d'eau, mais parler représentait un risque qu'elle n'était pas certaine de pouvoir prendre. Un soir, alors qu'elle était assise dans son appartement, fixant son ordinateur portable, Anna commença à rédiger un email anonyme à M. Carter, décrivant ce qu'elle avait vu. Elle s'arrêta, ses doigts suspendus au-dessus du clavier. Si M. Hawthorne le découvrait, elle pourrait tout perdre. Mais l'idée de rester silencieuse lui semblait insupportable. Chez lui, Monica continuait d'être le roc de Daniel. Elle maintenait la famille à flot, gérant leurs finances serrées et offrant à Daniel un soutien indéfectible. « Ce n'est pas seulement à propos de toi », lui rappela-t-elle une nuit alors qu'ils discutaient de l'affaire. « Si tu réussis, tu montreras aux autres qu'ils n'ont pas à souffrir en silence. Tu pourrais changer les choses pour beaucoup de gens. » Daniel acquiesça, les paroles de Monica trouvant un écho profond en lui. Son point de vue l'aida à voir l'enjeu plus large, ce combat n'était pas seulement personnel. Il s'agissait de justice pour tous ceux qui avaient été victimes de personnes comme M. Hawthorne. Alors que M. Carter plongeait plus profondément dans l'histoire de l'entreprise, il découvrit un schéma troublant. Plusieurs anciens employés avaient été licenciés dans des circonstances suspectes, pour la plupart des minorités ou des personnes ayant remis en question l'autorité de M. Hawthorne. Chaque cas suivait un schéma similaire: discrédit, fausses accusations et licenciement final. M. Carter partagea ses découvertes avec Daniel lors de leur prochaine réunion. « Ce n'est pas un incident isolé, » dit-il. « Si nous pouvons convaincre ne serait-ce qu'un de ces anciens employés de témoigner, cela pourrait faire exploser l'affaire.
Cette révélation renforça les enjeux. Il ne s'agissait plus seulement de laver le nom de Daniel, qu'il s'agissait de mettre en lumière un problème systémique au sein de l'entreprise. En quittant la réunion, Daniel sentit un nouvel élan de détermination. Ce n'était pas seulement son combat, c'était une lutte pour une justice qui avait trop longtemps été ignorée. Le procès intenté par Daniel contre M. Hawthorne et l'entreprise marqua un tournant décisif. L'affaire attira rapidement l'attention des médias locaux, avec des gros titres mettant en avant des accusations de discrimination raciale et de licenciement abusif. L'intérêt du public monta en flèche alors que Daniel partageait son histoire lors d'interviews, où son attitude calme et passionnée touchait profondément les spectateurs. « Je ne me bats pas seulement pour moi », déclara-t-il lors d'une interview. Il s'agit de défendre tous ceux qui ont été traités injustement, ceux qui ont été réduits au silence parce qu'ils pensaient ne pas avoir de voix. Cette attention mit une immense pression sur Hawthorne Logistique. Les clients commencèrent à remettre en question l'éthique de l'entreprise, et certains annulèrent même leur contrat. Le conseil d'administration exigea des réponses, mais M. Hawthorne resta défiant, qualifiant les accusations de sans fondement. En privé, cependant, M. Hawthorne paniquait. Déterminé à protéger sa réputation, il engagea un détective privé pour enquêter sur le passé de Daniel. Quelques semaines plus tard, le détective lui remit un dossier maigre contenant de petits incidents datant de la jeunesse de Daniel, rien de compromettant, mais suffisamment pour que M. Hawthorne puisse les tordre en une histoire d'irresponsabilité. Lors d'une conférence de presse improvisée, M. Hawthorne utilisa cette stratégie. « Ce procès n'est rien d'autre qu'une tentative de me diffamer, moi et cette entreprise », affirma-t-il en agitant le dossier devant les journalistes. L'individu derrière ces accusations a un passé douteux et essaie de rejeter la responsabilité de ses propres échecs. La campagne de diffamation fit mal, mais Daniel refusa d'abandonner. Soutenu par Monica, M. Carter et Jacob, il continua de se battre. Néanmoins, le stress pesait lourdement sur lui. Tard un soir, alors qu'il travaillait avec M. Carter sur des documents, son téléphone vibra avec un message inattendu. C'était Anna. Elle avait pris sa décision. Le lendemain, Anna rencontra M. Carter dans son bureau, visiblement nerveuse mais déterminée. « Je ne peux plus garder le silence », dit-elle en déposant une clé USB sur le bureau. Cela contient des emails, des notes de réunion et d'autres documents. Cela montre exactement comment M. Hawthorne a traité Daniel et d'autres. Son témoignage et les preuves qu'elle apporta changèrent la donne. Pour la première fois, Daniel sentit que la justice était à portée de main. L'équipe juridique intégra rapidement les contributions d'Anna à leur dossier, et l'opinion publique continua de basculer en faveur de Daniel. Mais M. Hawthorne n'avait pas dit son dernier mot. En coulisses, il manipula la direction pour obtenir leur soutien, présentant le procès comme une menace pour la survie de l'entreprise. Le conseil, désespéré de protéger leurs intérêts financiers, publia une déclaration de confiance totale dans le leadership de M. Hawthorne. Cette annonce fut un coup dur. Sans que l'entreprise reconnaisse ses torts, l'affaire de Daniel s'affaiblissait. Même avec le témoignage d'Anna, il semblait improbable que le procès aboutisse. Un soir, alors que Daniel était assis dans son bureau, épuisé et découragé, il fouillait parmi un autre lot de documents fournis par M. Carter. Ses yeux parcouraient distraitement des mémos de routine et des rapports financiers, sans vraiment prêter attention. Mais soudain, un email attira son regard. C'était un message de M. Hawthorne à un autre cadre supérieur, daté de plusieurs mois avant le licenciement de Daniel. L'objet disait ***, changement de personnel. ***. Le cœur de Daniel battit à tout rompre en lisant l'email. ***, nous devons nous débarrasser de Daniel avant qu'il ne cause plus de problèmes. Commencer à redistribuer ses tâches et à trouver des moyens de documenter des erreurs dans son travail. Si nous jouons bien, nous pourrons justifier son licenciement sans éveiller de soupçons. ***. Les mots étaient accablants, une preuve indéniable de l'intention de M. Hawthorne de saboter la carrière de Daniel. Daniel appela immédiatement M. Carter. « Je pense que nous venons de trouver ce qu'il nous faut pour gagner », dit-il, sa voix tremblant d'un mélange de colère et de soulagement. En raccrochant, Daniel ressentit une montée d'espoir.
Cet email était l'arme décisive qu'il cherchait, une preuve qui pourrait révéler la vérité et enfin tenir Monsieur Hawthorne pour responsable. Pour la première fois depuis des semaines, il se permit de croire que la justice finirait par triompher. L'email découvert par Danielle devint le catalyseur d'un tournant dramatique dans l'affaire. Lorsque Monsieur Carter présenta cette preuve au tribunal, l'impact fut immédiat. Elle révélait clairement les efforts délibérés de Monsieur Hawthorne pour saboter Danielle et renforçait l'argument d'une discrimination systémique au sein de l'entreprise. Mais ce progrès s'accompagna de nouveaux risques. L'inclusion de l'email dans l'affaire nécessitait des corroborations, et l'attention qu'il attira mit Anna et Jacob dans des positions précaires. Anna fit face à une hostilité croissante au travail. Les alliés de Monsieur Hawthorne dans la direction commencèrent à l'isoler subtilement, réaffectant ses projets et l'excluant des réunions clés. Chaque soir, elle rentrait chez elle, ressentant le poids de son choix de témoigner, mais elle refusa de reculer. Jacob, qui était resté dans l'ombre pendant des années, sentit désormais l'obligation de se manifester. Lors d'une réunion tendue à l'échelle de l'entreprise, il se leva, sa voix calme mais pleine de conviction. « J'ai travaillé ici pendant plus de 20 ans, commença-t-il, son regard balayant la salle. Et pendant ce temps, j'ai vu Monsieur Hawthorne traiter avec mépris certaines des personnes les plus travailleuses ici, des personnes qui ne correspondaient pas à son idée de ceux qui appartiennent. Danielle est simplement la dernière victime d'un traitement injuste. Mais il est temps que quelqu'un dise la vérité. » La salle tomba dans un silence total. Pendant des années, Jacob avait été une présence respectée mais discrète, et ses paroles avaient un poids. Les collègues échangèrent des regards gênés, certains hochant la tête en signe d'accord silencieux. Monsieur Hawthorne, assis en bout de table, serra la mâchoire, son assurance habituelle montrant enfin des fissures. Le conseil d'administration, sous une pression croissante de l'opinion publique et de l'examen juridique, annonça le lancement d'une enquête interne. Dans le cadre de cette enquête, Monsieur Hawthorne fut temporairement suspendu de ses fonctions en attendant les résultats. La nouvelle fit l'effet d'un choc dans l'entreprise. Les employés murmuraient dans les couloirs, spéculant sur ce que l'enquête pourrait révéler. Pour Daniel, ce fut un moment doux amer. Bien qu'il ressente un progrès, il savait que la bataille était loin d'être terminée. Cependant, Monsieur Hawthorne n'était pas prêt à admettre sa défaite. Enragé par sa suspension et le coup porté à sa réputation, il concentra ses efforts sur Daniel. Il convoqua son équipe juridique et prépara une contre-plainte, affirmant une diffamation et des dommages à sa carrière. Un soir, Daniel était assis avec Monica et Monsieur Carter dans le bureau de l'avocat, lisant l'avis de la contre-plainte. « C'est une tentative pour vous intimider, » dit Monsieur Carter, d'un ton calme mais ferme. Il sait que les preuves contre lui sont accablantes. C'est un geste désespéré. Monica posa une main sur celle de Daniel. Il essaie de te déstabiliser, de te faire douter de toi-même. Ne le laisse pas gagner. Daniel hocha la tête, mais la pression était indéniable. Les enjeux n'avaient jamais été aussi élevés, et le combat à venir mettrait sa détermination à rude épreuve. Pendant ce temps, Anna et Jacob continuaient de subir les conséquences de leurs actions. Tous deux furent convoqués pour des entretiens dans le cadre de l'enquête de l'entreprise, leurs témoignages étant cruciaux pour faire éclater la vérité. Malgré les risques, ils restèrent déterminés, leur volonté nourrie par une croyance commune en la justice. Au fur et à mesure que l'enquête progressait, de nouveaux détails commencèrent à émerger, des histoires d'autres employés ayant été victimes de Monsieur Hawthorne, mais qui avaient eu trop peur pour parler. Ces révélations peignaient un tableau encore plus sombre d'une culture d'entreprise imprégnée de préjugés et de peur. À la fin de la semaine, l'entreprise publia une déclaration préliminaire reconnaissant des « zones de préoccupation » mises en lumière par l'enquête. Bien que vague, cette déclaration marquait un changement dans la narration, accentuant la pression sur Monsieur Hawthorne. Tard un soir, alors que Daniel examinait les preuves accumulées avec Monsieur Carter, Monica lui apporta une tasse de thé et s'assit à côté de lui. « Tu fais une différence, » dit-elle doucement. « Pas seulement pour toi, mais pour tant d'autres. » Daniel sourit, ses paroles lui donnant de la force. Il savait que la route à venir serait difficile, mais l'email, le soutien d'Anna et de Jacob, ainsi que l'élan croissant de l'affaire lui donnaient de l'espoir. Cependant, au fil des jours,
la menace persistante de la contre-plainte de M. Hawthorne restait une ombre menaçante, rappelant que la bataille pour la justice était loin d'être achevée. Malgré les défis croissants, Daniel resta déterminé. La menace de la contre-plainte de M. Hawthorne pesait lourdement sur lui, mais la confiance inébranlable de M. Carter et sa stratégie méticuleuse l'aidaient à rester concentré. « C'est un marathon, pas un sprint », rappela M. Carter à Daniel lors d'une de leurs sessions stratégiques nocturnes. « Nous continuerons à construire notre dossier pièce par pièce jusqu'à ce qu'il ne leur reste plus rien à réfuter. » En examinant les témoignages et les preuves, Daniel puisait sa force dans le réseau croissant de soutien autour de lui. Anna et Jacob, après avoir mené leur propre combat au sein de l'entreprise, commencèrent à contacter d'anciens employés ayant quitté l'entreprise dans des circonstances douteuses. Jacob, grâce à ses années d'expérience et ses relations, réussit à retrouver plusieurs anciens employés qui partageaient des histoires étrangement similaires à celles de Daniel, microgestion, humiliation publique et licenciement soudain sans raison apparente. Au début, beaucoup hésitaient à se manifester, craignant des représailles ou la douleur de revivre ces souvenirs. Mais la sincérité d'Anna et le courage de Daniel les inspirèrent à se joindre au combat. « Vous l'avez m'a donné le courage que je n'avais pas à l'époque », déclara une ancienne employée, une femme d'âge moyen nommée Karen, lors d'une réunion avec M. Carter. « Je veux l'aider à faire en sorte que personne d'autre n'ait à traverser cela. » Pendant ce temps, Monica joua un rôle clé en mobilisant la communauté. En s'appuyant sur ses contacts dans les groupes religieux et les organisations locales, elle commença à organiser des événements et des discussions sur la discrimination au travail. La chaleur et l'éloquence de Monica attirèrent les gens, et bientôt, l'histoire de Daniel devint un cri de ralliement pour la justice dans la ville. Un soir, Monica organisa une réunion dans leur petit salon, où des membres de la communauté réfléchissaient à des moyens de sensibiliser le public. Des campagnes sur les réseaux sociaux aux lettres adressées au conseil d'administration de l'entreprise, leurs actions collectives commencèrent à prendre de l'ampleur. L'affaire attira l'attention des journalistes locaux. Au départ, la couverture se limitait à des récits humains, mais à mesure que les détails des méfaits de M. Hawthorne émergeaient, des médias nationaux s'y intéressèrent. Bientôt, les gros titres nationaux annoncèrent. Astérisque astérisque, une plainte pour discrimination au travail dévoile l'injustice d'entreprise, astérisque astérisque. Astérisque astérisque, David contre Goliath, un employé noir défie un patron puissant, astérisque astérisque. L'attention médiatique accrue exerça une pression immense sur l'entreprise. Les clients menacèrent de boycotter, les actionnaires exigèrent des comptes, et la réputation de l'entreprise vacilla. La défense initiale du conseil d'administration en faveur de M. Hawthorne devint de plus en plus fragile chaque jour. Au milieu de ce chaos, Daniel prit une décision qui surprit même M. Carter. « Je veux témoigner moi-même », annonça-t-il lors d'une réunion stratégique. M. Carter haussa un sourcil. « C'est une étape importante, Daniel. Tu es sûr ? L'équipe de Hawthorne va tout faire pour te déstabiliser. » Daniel acquiesça. « J'y ai réfléchi, et je suis prêt. Personne ne peut raconter mon histoire mieux que moi. Si c'est mon combat, je dois l'affronter directement, même si cela signifie le confronter au tribunal. » Monica lui prit la main, ses yeux remplis de fierté. « Nous sommes avec toi, dit-elle doucement. » À l'approche de la date du procès, Daniel se consacra entièrement à sa préparation. Il répéta son témoignage avec M. Carter, passant en revue chaque détail de ses expériences. En même temps, il se prépara émotionnellement à l'inévitable confrontation avec M. Hawthorne. L'élan croissant autour de l'affaire était indéniable. Chaque jour apportait de nouvelles révélations, de nouveaux soutiens et un sentiment renouvelé de but. Mais Daniel savait que la véritable épreuve était encore à venir. La salle d'audience serait le champ de bataille ultime, et il était déterminé à se tenir droit et à dire sa vérité, quoi qu'il arrive. La salle d'audience était bondée le jour où Daniel prit la parole, un mélange de journalistes, de sympathisants et de représentants de l'entreprise occupant chaque siège. L'air était chargé de tension tandis que M. Hawthorne, assis à la table de la défense, affichait une expression froide et calculatrice. Le témoignage de Daniel était brut et poignant. Il raconta des années de travail acharné, sa dévotion envers l'entreprise et la discrimination subtile mais incessante qu'il avait subie.
Sa voix ne flancha qu'une seule fois, lorsqu'il évoqua le moment où il avait été licencié devant ses collègues. « J'ai tout donné à ce travail, » dit Daniel, sa voix stable malgré l'émotion dans ses yeux. « Mais peu importe à quel point je travaillais dur, je n'ai jamais été traité comme un égal. Je veux croire en un monde où le travail et le caractère comptent plus que la couleur de la peau. C'est pour cela que je suis ici. » L'équipe juridique de M. Hawthorne ne perdit pas de temps pour lancer son attaque. Ils mirent en doute les compétences de Daniel, insinuèrent que son licenciement était justifié et évoquèrent même des détails de son passé dans une tentative désespérée de le discréditer. Mais Daniel resta calme sous la pression, contrant leurs arguments avec vérité et sang-froid. Sa force face à leurs tactiques agressives gagna la sympathie du jury et du public. Anna fut la suivante à témoigner. Son intervention marqua un tournant. Elle décrivit en détail l'environnement de travail hostile instauré par M. Hawthorne, sa voix tremblant alors qu'elle avouait sa peur des représailles. « Je suis restée silencieuse trop longtemps », confessa-t-elle. Mais ce qui est arrivé à Daniel m'a fait réaliser que le silence est une forme de complicité. Je ne pouvais pas laisser cela continuer. L'accusation présenta les preuves fournies par Anna Himmel, notes de réunion et documents montrant clairement le schéma discriminatoire de M. Hawthorne. Chaque élément de preuve portait un coup supplémentaire à la défense. Jacob suivit, sa voix portant le poids de décennies d'expérience. Il corrobora les affirmations de Daniel, partageant ses propres rencontres avec les préjugés de M. Hawthorne. « Quand on travaille quelque part depuis plus de 20 ans, on voit des choses, dit Jacob. Et ce que j'ai vu, c'est un homme qui a constamment privilégié les préjugés au mérite. » Au fil des témoignages, M. Carter joua son atout majeur, l'email accablant que Daniel avait découvert. Lorsqu'il fut lu à haute voix dans la salle d'audience, un souffle collectif parcourut l'assemblée. Astérisque, il faut se débarrasser de Daniel avant qu'il ne cause plus de problèmes. Commencer à redistribuer ses tâches et trouver des moyens de documenter des erreurs dans son travail. Astérisque. L'email ne laissait aucun doute. L'intention de M. Hawthorne était exposée au grand jour, et même son équipe juridique semblait déstabilisée. Dans une tentative désespérée, M. Hawthorne fut appelé à la barre. Son attitude, autrefois confiante et maîtrisée, commença à se fissurer. Sous le feu des questions, ses efforts pour justifier ses actions semblèrent défensifs et évasifs. Diriez-vous que cibler des employés en fonction de leur race est conforme à la politique de l'entreprise ? Demanda sèchement M. Carter. Bien sûr que non, répondit M. Hawthorne, visiblement troublé. Et pourtant, cet email suggère le contraire, poursuivit M. Carter, brandissant la preuve imprimée. Comment expliquez-vous cela ? M. Hawthorne balbutia, son image lisse s'effondrant. Le jury l'observait attentivement, leur expression reflétant un mépris croissant pour cet homme autrefois intouchable. Alors que les plaidoiries finales étaient prononcées, la tension dans la salle atteignit son apogée. La famille de Daniel était assise au premier rang, Monica serrant fermement sa main. Anna et Jacob étaient non loin, leurs visages mêlant espoir et anxiété. Le juge annonça une suspension avant le verdict. La salle bourdonna de spéculations murmurées, le poids du moment presque insoutenable. Lorsque la cour se rassembla de nouveau, l'expression sévère du juge ne laissait rien transparaître. Avant de rendre le verdict du jury, commença-t-elle, sa voix mesurée, cette cour a déterminé qu'il y a des considérations supplémentaires à aborder. La salle d'audience devint silencieuse, la tension presque palpable. Daniel retint son souffle, son cœur battant à tout rompre en attendant de savoir ce qui allait suivre. Le silence dans la salle d'audience était suffocant lorsque le juge retourna après sa brève suspension. Daniel pouvait sentir les regards du jury, des témoins et de toute la salle fixés sur lui. Il croisa les mains, un mélange d'anticipation et d'angoisse grandissant dans sa poitrine. Le poids du procès, de tout ce pourquoi il s'était battu, pesait lourdement dans l'air. Le juge se racla la gorge, sa voix ferme et inflexible lorsqu'elle s'adressa à la salle. Après une réflexion approfondie des preuves présentées, des témoignages entendus, et des comportements révélés au cours de ce procès, ce tribunal a rendu son verdict. Le cœur de Daniel battait à toute allure, et Monica lui serra la main, comme s'ils pouvaient se soutenir mutuellement. Le juge continua,
il est de la décision de ce tribunal que Daniel Matthews a été injustement licencié de son poste en raison de pratiques discriminatoires. Les preuves présentées, y compris les témoignages des témoins et l'email crucial qui a exposé un schéma de mauvais traitement systémique, sont indiscutables. Un silence lourd s'abattit sur la salle, et Daniel sentit un vague de soulagement, bien qu'il reste tendu, attendant les derniers mots. Mr. Matthews a droit à une compensation totale pour les salaires perdus, la détresse émotionnelle et les dommages punitifs, annonça le juge, son regard se posant un instant sur M. Hawthorne, qui était assis, rigide, à la table de défense, le visage pâle. De plus, l'entreprise sera tenue de mettre en place des changements immédiats et significatifs pour traiter la discrimination et garantir qu'aucun employé ne souffre de biais ou de représailles à l'avenir. Un silence stupéfait suivit. Puis, comme si un barrage avait éclaté, des murmures d'incrédulité parcoururent la salle. L'équipe juridique de M. Hawthorne échangea des regards nerveux, tandis que ses partisans restaient figés dans un silence abasourdi. M. Hawthorne, autrefois fier et puissant, se leva brusquement, son visage rouge de colère et d'humiliation. Il ne croisa les regards de personne en sortant précipitamment de la salle d'audience, sa réputation anéantie et sa carrière réduite en ruine. L'humiliation était totale, il avait été licencié de son poste avec effet immédiat. Daniel le regarda partir, mais son esprit se tourna rapidement vers les personnes qui avaient rendu cette victoire possible. Sa famille, ses amis, ses collègues, tous étaient restés à ses côtés, inébranlables. Ils avaient cru en lui quand le système avait tenté de le briser. Il s'était battu pour la justice à ses côtés, et maintenant, il allait gagner plus qu'un simple procès. Il avait retrouvé sa dignité, sa place dans le monde, et la promesse d'un avenir meilleur. Monica se leva et s'approcha de lui, les larmes aux yeux. Elle le serra fort dans ses bras, murmurant à son oreille, « Tu l'as fait. Tu as tout changé. » Daniel la tint contre lui, ressentant le poids de tout ce qui les avait menés ici, les sacrifices, la douleur, la peur et l'incroyable amour qui les avait soutenus. Il jeta un coup d'œil à Anna et Jacob, tous deux debout, fiers, à l'arrière de la salle d'audience, leurs visages remplis de soulagement et de gratitude. La foule dans la salle d'audience commença à applaudir, et le bruit fut assourdissant, résonnant dans ses oreilles. C'était l'applaudissement de la victoire, non seulement pour lui, mais pour tous ceux qui avaient été réduits au silence par l'injustice. C'était leur victoire. Plus tard, à la maison, Daniel était assis avec Monica dans leur salon, le soleil du soir diffusant une lumière chaude sur la pièce. Les enfants jouaient dehors, et pendant un instant, il semblait que le poids du monde avait été levé. Monica lui tendit une lettre qu'elle avait trouvée plus tôt dans la journée. Il l'ouvrit pour trouver un message de leur jeune fille, Jasmine, écrit au crayon, son écriture un peu brouillon mais pleine d'amour. « Cher papa, je suis tellement fière de toi d'être fort et courageux. Tu es le meilleur papa du monde et je t'aime tellement. Je suis contente que tu sois à la maison. » Les yeux de Daniel se remplirent de larmes alors qu'il lisait la lettre à haute voix, sa voix se brisant légèrement. « Je suis aussi fière de toi, ma chérie, murmura-t-il, essuyant les larmes qui menaçaient de couler. Il leva les yeux vers Monica, le cœur plein. « On l'a fait. On l'a vraiment fait. » Monica sourit, les larmes aux yeux aussi. « Tu ne l'as pas fait que pour nous, Daniel. Tu l'as fait pour tous ceux qui viendront après toi. Tu as changé les choses pour toujours. » Daniel acquiesça, sa poitrine se gonflant d'un sentiment d'accomplissement amer. Il tint la lettre contre son cœur, sachant qu'au final, ce n'était pas seulement la victoire juridique qui comptait, c'était l'exemple qu'il avait donné, le courage qu'il avait montré et l'espoir qu'il avait offert à d'autres qui se sentaient impuissants. La victoire résonnerait bien au-delà des murs de la salle d'audience. C'était un témoignage du pouvoir de se lever pour ce qui est juste, quel que soit l'obstacle. Daniel s'était battu pour la justice, et à la fin, la justice avait triomphé. Au fil des jours suivant le procès, Daniel prit le temps de réfléchir au chemin qu'il avait parcouru, les épreuves, les difficultés et les victoires. Il repensa au moment où il avait eu envie d'abandonner, lorsque le poids de l'injustice semblait trop lourd à supporter. Il avait eu peur, il avait douté, et il s'était souvent senti accablé. Mais à travers tout cela, il avait appris quelque chose d'inestimable. Se lever contre l'injustice, même quand cela semble impossible, était l'outil le plus puissant qu'il avait.
Face à la peur et à l'adversité, il avait trouvé la force de continuer, non seulement pour lui, mais pour sa famille, sa communauté et pour ceux qui viendraient après lui. J'aurais pu m'en aller, admit Daniel lors d'un moment de réflexion sincère, assis avec Monica dans leur salon. J'aurais pu laisser tomber, retourner à ma vie. Mais je devais me lever, pas seulement pour moi, mais pour l'avenir. Si nous ne nous élevons pas contre ce qui ne va pas, nous permettons que cela continue. Monica hocha la tête, comprenant la profondeur de ce que Daniel avait appris. Ce n'était pas facile, mais tu l'as fait, Daniel. Tu as montré aux gens ce que cela signifie se battre pour ce qui est juste. Et maintenant, les gens savent qu'ils n'ont pas à rester silencieux. La victoire de Daniel n'était pas seulement personnelle, c'était une victoire pour tous ceux qui avaient déjà ressenti l'irritation de la discrimination. Son histoire avait lancé un mouvement. Il était devenu un symbole d'espoir et de résilience, inspirant les autres à prendre la parole face à l'injustice. Anna, qui avait été une alliée discrète depuis le début, prit la parole lors d'un événement communautaire local, sa voix forte et inébranlable. Quand j'ai vu ce qui arrivait à Daniel, je suis restée silencieuse, incertaine des conséquences. Mais le voir se battre pour ce qui était juste m'a fait réaliser une chose, je pouvais rester silencieuse ou je pouvais agir. J'ai choisi de parler, et je suis fière de l'avoir fait. Nous ne pouvons pas juste attendre que le changement arrive, nous devons le provoquer. Jacob, lui aussi, partagea son propre récit de souffrance sous la direction de Monsieur Hawthorne. Je suis dans ce travail depuis plus de 20 ans, et je n'aurais jamais cru voir un jour quelque chose comme ça arriver, dit-il. Mais ce que Daniel a fait m'a montré qu'il n'est jamais trop tard pour prendre position, pour faire ce premier pas vers un changement du système. Si je peux le faire, vous le pouvez aussi. Ensemble, Anna, Jacob et Daniel devinrent des symboles de courage et d'unité. Ils montrèrent à leur communauté que se lever contre l'injustice n'était pas un acte individuel, c'était un acte collectif. Et lorsque les gens s'unissent pour une cause commune, ils peuvent changer le monde. À la suite du procès, l'entreprise fut forcée de revoir ses politiques. Sous une intense pression publique, l'ancien employeur de Monsieur Hawthorne émit une déclaration officielle s'engageant à mettre en place de nouvelles mesures antidiscrimination plus strictes. Ils promirent de mettre en œuvre des programmes de formation à la diversité, de créer des canaux de signalement sûrs pour que les employés puissent exprimer leurs préoccupations, et de réaliser des audits réguliers de leurs pratiques pour garantir l'égalité et l'équité sur le lieu de travail. L'engagement pour le changement reçut des réactions mitigées, certains étaient sceptiques, tandis que d'autres étaient prudemment optimistes. Mais pour Daniel, Anna, Jacob et leurs partisans, c'était un début. L'entreprise ne pouvait pas effacer le passé, mais elle pouvait façonner un avenir nouveau, un avenir où aucun employé ne devrait affronter ce que Daniel avait enduré. Les derniers moments de la vidéo emmenaient le spectateur à travers un montage paisible de la vie de Daniel après le procès. La famille avait trouvé un nouveau sens de calme et de sécurité. Ils célébraient leur victoire ensemble, Daniel jouant avec ses enfants dans le jardin, Monica préparant le dîner tout en riant, la chaleur de leur maison contrastant vivement avec l'environnement froid et oppressant que Daniel avait autrefois enduré au travail. Daniel était assis sur le porche au coucher du soleil, tenant la lettre de sa fille près de sa poitrine. Un doux sourire se dessina sur son visage alors qu'il regardait l'horizon, sachant que leur lutte avait fait une différence. La vidéo se termina par ces derniers mots. Astérisque, parfois, les plus grandes batailles ne se gagnent pas avec des points ou des mots, mais avec le courage de se lever et de dire « cela n'est pas juste ». Lorsque nous nous unissons, nous pouvons surmonter n'importe quoi. Peu importe la peur, peu importe les obstacles. Le changement est possible, et il commence avec chacun de nous. Astérisque. Alors que l'écran passait au noir, le son du rire de Daniel se mêlait au bruit paisible du soir, laissant un message durable d'espoir, de force et du pouvoir durable de se lever pour ce qui est juste. Des mois après le procès, la vie de Daniel avait lentement commencé à prendre un nouveau rythme. Le poids du passé persistait, mais il avait trouvé un but renouvelé, un but qui allait au-delà de la salle d'audience et de la victoire qu'il avait obtenue. Daniel avait créé une fondation dédiée à soutenir les victimes de discrimination sur le lieu de travail, offrant une aide juridique, un soutien émotionnel et des ressources à ceux qui avaient vécu ce qu'il avait traversé. C'était sa façon de transformer sa lutte en quelque chose qui aiderait les autres,
un phare d'espoir pour ceux qui étaient encore réduits au silence par la peur ou l'oppression. La mission de la Fondation était simple mais puissante, s'assurer que personne ne soit obligé de se battre seul. Daniel savait par expérience combien il pouvait être accablant de mener un tel combat. Il voulait offrir aux autres la force et l'orientation nécessaires pour faire ce premier pas, tout comme il l'avait fait. Tout le monde mérite d'être traité avec dignité, avec équité. Personne ne devrait perdre son emploi, sa vie professionnelle ou son identité à cause de la discrimination, déclara Daniel lors d'une conférence de presse annonçant le lancement de la Fondation. Je sais combien il est difficile de parler, de se lever contre le système, mais nous pouvons faire une différence. Ensemble, nous pouvons changer les choses. La Fondation gagna rapidement en ampleur, attirant l'attention du public, des médias et de ceux qui avaient vécu des luttes similaires. Les victimes de discrimination sur le lieu de travail, tant dans la communauté locale de Daniel que dans tout le pays, prenaient contact, reconnaissant de trouver quelqu'un qui comprenait leur douleur et était prêt à aider. L'histoire de Daniel était devenue un cri de ralliement pour la justice, un message qui donnait à d'autres le courage de s'avancer et de revendiquer leurs droits. Monsieur Carter, l'avocat activiste qui avait guidé Daniel tout au long de ce difficile processus, parla de l'impact plus large de l'affaire. Ce que Daniel a fait n'a pas été seulement une victoire pour lui, c'était une victoire pour nous tous. Son cas a créé un précédent, un exemple puissant que nous pouvons tous suivre. Il ne s'agit pas d'une personne, il s'agit de tous les travailleurs qui ont été réduits au silence, qui ont été traités de manière injuste. Le courage de Daniel inspirera d'innombrables autres à se lever et à se battre pour ce qui est juste, et c'est ainsi que le changement se produit. À mesure que la Fondation prospérait, l'esprit de Daniel revenait souvent au jour où il avait déposé sa plainte, lorsque les probabilités semblaient insurmontables. Il s'était battu, non seulement pour sa propre justice, mais pour un avenir où personne n'aurait à endurer ce qu'il avait vécu. Son affaire avait été un tournant, une victoire qui avait eu un impact, changeant la vie de tant d'autres. Mais malgré tout le progrès, Daniel savait qu'il restait encore beaucoup à faire. Il ressentait encore un profond sentiment d'inachevé. Il voulait revisiter son ancien lieu de travail, non pas en homme amer cherchant vengeance, mais en quelqu'un qui avait gagné, quelqu'un qui avait fait la différence. Un après-midi, Daniel se tenait devant l'ancien bâtiment logistique où il avait travaillé. Le même endroit qui avait été un symbole de lutte, de perte, semblait maintenant différent pour lui. Il n'était plus en colère, il ne ressentait plus de rancœur. Au lieu de cela, il y avait une fierté silencieuse de savoir qu'il avait tenu bon, qu'il avait forcé le changement quand il en avait le plus besoin. Alors que Daniel regardait le bâtiment, les souvenirs de son temps passé là-bas traversaient son esprit, les longues heures, le traitement injuste, les moments où il se sentait invisible. Mais ces souvenirs étaient désormais remplacés par quelque chose de plus fort, l'espoir. Il avait changé les choses, pas seulement pour lui, mais pour tous ceux qui étaient passés par ses portes et avaient été maltraités. Monica, qui l'avait accompagné lors de cette visite, se tenait à ses côtés, sa main posée doucement sur son bras. Ensemble, ils regardaient le bâtiment qui avait autrefois représenté la période la plus sombre de leur vie. Mais maintenant, c'était un rappel de combien ils étaient allés loin. « Regarde ce que tu as fait », murmura Monica. « Tu as tout changé. » Daniel hocha la tête, un sourire discret sur les lèvres. « Nous avons tout changé. Une personne peut faire la différence, mais ensemble, nous pouvons faire une révolution. » Alors que la caméra restait sur le visage de Daniel, l'écran commença lentement à s'éteindre, laissant une image durable de l'homme qui s'était battu, non seulement pour la justice, mais pour un avenir meilleur pour tous. Les mots à l'écran, simples mais profonds, capturaient l'essence du parcours de Daniel. Astérisque, la justice peut être retardée, mais elle ne peut être refusée. Astérisque. L'écran s'éteignit complètement, laissant le message résonner, écho de la force et du pouvoir de l'engagement d'une personne à rendre le monde plus juste et plus humain.